Donneur de sang au cœur d'une journée, la journée mondiale du donneur de sang, célébrée chaque 14 de chaque année, chaque 14 juin, pardon, de chaque année, où la lumière est mise sur cet acteur majeur de la sécurité transfusionnelle. Bienvenue dans les grands enjeux, nouveau numéro. Nous recevons le professeur agrégé Loshina Feteke, il est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Professeur, bienvenue. Merci. Je sais que vous êtes aussi hématologue, vous êtes tout ce qui est lié au sang. Bien sûr. Oui, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Les Grands Enjeux. Et non, je suis souvent venu, surtout à l'occasion de la journée mondiale du don de sang. Voilà. Donc, Mais dans cette émission oui. particulièrement. Oui. Alors, bienvenue, professeur. Vous avez accepté nous rejoindre pour parler justement de la sécurité transfusionnelle, parce que même quand on parle du donneur de sang, lui, il fournit, disons, la quantité, la qualité également, la matière première, mais tout autour, il y a tout un travail qui est fait, toute une chaîne de valeur autour donc du sang, même si c'est pas forcément commercial, où l'on fait en sorte que l'on puisse accéder aux produits sanguins de qualité. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale, quelle symbolique cela revêt pour votre institution que de mettre le donneur du sang en lumière? Merci. Alors, le donneur de sang, c'est le maillon essentiel de la chaîne transfusionnelle. Oui. Et les centres de transfusion sanguine ne peuvent pas fonctionner sans donneur de sang. Oui. Et donc, la production qui est croissante chaque année n'est possible que grâce aux donneurs de sang. Et donc, le fait d'instituer une journée mondiale du donneur de sang, c'est une opportunité pour les acteurs de la transfusion d'exprimer leur reconnaissance aux donneurs de sang. C'est grâce à eux que tout le chemin parcouru pour arriver à la situation actuelle où la disponibilité des produits sanguins est améliorée. Donc, c'est grâce à ces donneurs de sang que ce chemin a pu être parcouru. Et donc, c'est une opportunité pour nous de remercier les donneurs pour tous ces dons de sang. Voilà qui plante le décor. Premier élément sonore et visuel. Nous regardons et puis nous revenons. Un étudiant, une carte de donneur, c'est sous ce thème que l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie entend contribuer à combler le manque de sang dans les centres hospitaliers avec des objectifs clairs et précis. L'objectif, c'est d'enrôler, en tout cas de mettre à disposition tous les étudiants qui feront partie du secteur sanitaire, donc qui sont acteurs de la santé, de les permettre de disposer d'une carte de donneur. Elle permet de substituer la carte d'identité nationale et elle fait passer un donneur régulier, en tout cas qui a sa carte prioritaire, lorsqu'il devra, pour lui-même ou pour ses proches, demander ou s'acquérir des produits sanguins labiles. Et l'objectif, c'est de pouvoir pallier à la pénurie de produits sanguins labiles qui est vraiment remarquée dans nos structures sanitaires. Non seulement ça, mais inviter beaucoup plus la population togolaise à faire ce geste-là qui est humanitaire. Parce qu'on le sait tous, les produits sanguins labiles, ce n'est pas fabriqué dans les laboratoires. Les organisateurs lancent un appel à la population. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est de collecter au moins 500 poches. Alors là, j'en appelle à toute la population togolaise, tous les étudiants de l'université de Lomé, tous les acteurs de la santé, à venir massivement faire le don ici au hall de la faculté des sciences de la santé entre le 4 et le 5 juin 2024. Donc je profite de l'occasion pour remercier également l'université de Lomé, le CNTS, la faculté des sciences de la santé, l'ESTEBA, l'EAM, ces personnes-là ou ces institutions-là sans lesquelles ce projet n'aurait pas été actuellement mis sur pied. Donner son sang, c'est offrir une seconde chance de vivre à une tierce personne. Retour au plateau, nous sommes avec le professeur agrégé Loshina Feteke, directeur du Centre national de transfusion sanguine ici au Togo. Professeur, vous avez planté le décor. Vous dites celui grâce à qui l'on a la matière première, celui grâce à qui aujourd'hui l'on a pu améliorer la disponibilité donc du sang. Les banques sont pourvues, mais l'on nous demanderait, mais s'il y en a autant, pourquoi demander encore à ce que les gens donnent du sang? Parce qu'il y a quand même pénurie malgré tout. Oui, le sang, c'est un produit particulier. Oui.
Bon, c'est un médicament, hein, c'est un Oui. médicament essentiel. Absolument. Sauf qu'on ne peut pas le fabriquer de manière industrielle, hein, c'est de manière artisanale qu'il est préparé. Oui. Et donc, comme c'est un produit vivant, alors il a une durée de vie très courte aussi. Donc, au maximum, 1 mois après le prélèvement, le concentré de globules rouges ne peut plus être utilisé. Et donc, pour cette raison, on doit constituer des stocks réguliers et régulièrement renouvelés également pour pouvoir mettre à disposition les produits sanguins. Et donc, le don de sang, c'est une entreprise de longue haleine et donc c'est toute l'année qu'il faut le faire. Voilà, et c'est une entreprise quotidienne, ça doit tourner. La fabrique doit tourner et à chaque fois, Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on en récolte, qu'on traite, qu'on conserve et quand c'est usagé, on va donc détruire, puisque c'est pas recyclé malheureusement. Bien sûr. Si jamais c'est que c'était recyclé, cela aurait quand même pu aider. Voilà, exactement. Bon, puisque ce sont des cellules vivantes qui sont dans les produits sanguins. Alors, quand elles meurent, une c'est cellule, qu'elle- oui, après sa durée de vie, elle ne peut plus fonctionner. Et donc, il faut renouveler les dons de sang. Voilà, ça ne va pas à la poubelle, mais dans la tombe, on va dire ça comme ça. sûr. Alors, le thème qui est retenu à l'occasion du 14 juin de cette édition 2024, c'est quoi concrètement et quels commentaires peut-on proposer à l'opinion? D'accord. Alors, le thème de cette année, c'est 20 ans de célébration du don de sang. Ouais. Merci à tous les donneurs de sang. Alors, la journée mondiale du donneur de sang a été instituée en 2005 par l'Assemblée mondiale de la santé. Et à partir de 2005, donc c'était en mai, et donc à partir du 14 juin 2005, ça a commencé à être célébré. Ce qui fait qu'en 2024, ça fait la 20e célébration. Absolument. Alors, il faut, comme je l'ai dit, tout ce chemin n'a été possible que grâce aux donneurs de sang. Et donc, vraiment, merci à tous les donneurs qui nous ont permis, depuis les 20 ans là, d'assurer la disponibilité des produits sanguins à notre population. Ouais. Donc, c'est le commentaire que je peux faire, c'est La le thème reconnaissance. est vraiment bien centré sur le donneur de sang, Ouais. celui pour qui la journée a été instituée. Et c'est évocateur d'ailleurs de la disponibilité de celui-là, Ouais. acteur majeur, qui accepte fournir la matière première. C'est ça. Quels sont les autres acteurs et quel est leur degré de responsabilité? Alors, les acteurs de la transfusion sanguine, oui, donc, le maillon essentiel, c'est le donneur. Oui. C'est à partir de lui que tout est possible. Oui. Mais il y a également les travailleurs des services de transfusion sanguine, Tout à puisque fait. l'usine tourne grâce à eux. Oui. Voilà. En plus, il y a les travailleurs des services de santé qui vont utiliser ces produits pour les soins des patients. Oui. Et il y a maintenant l'État et ses partenaires Tout qui à fait. soutiennent l'activité. Sans eux, bon, l'activité ne serait pas possible. Oui. Donc voici les différents acteurs. Et la Leur journée degré de- représente donc une occasion pour penser à chacun de ces acteurs. Pour les donneurs, on les remercie parce que c'est grâce à eux que ça a été possible. J'en profite pour saluer le président de la Fédération nationale des associations de donneurs de sang bénévoles du Togo, qui est le professeur Mouzou. Oui, donc professeur, merci à vous et à tous les donneurs de votre fédération qui ont rendu l'activité du CNTS possible et croissante chaque année. Alors, c'est également l'occasion de sensibiliser le reste de la population sur l'importance du don de sang. De sang. Et c'est ça qui permettra d'avoir de nouveaux donneurs parce que tout comme les produits doivent être renouvelés, alors le vivier de donneurs également doit être renouvelé. Et donc, les nouveaux donneurs, c'est dans la population qui n'est pas encore donneur de sang qu'on peut les recruter. Donc, nous remercions cette population et nous l'informons que s'ils veulent être du côté des donneurs qu'on remercie à la prochaine célébration, c'est le moment de rejoindre le mouvement pour pouvoir faire des dons de sang. Voilà qui est motivateur et incitateur comme message. Oui, oui, oui. Donc il y a également, c'est l'occasion d'attirer l'attention des travailleurs des services de soins sur l'importance de l'utilisation clinique rationnelle du sang. D'accord. C'est une denrée rare, donc il faut l'utiliser de façon judicieuse. Et enfin, l'occasion de plaider pour un soutien renforcé à l'activité transfusionnelle. Et ça, c'est à l'endroit de l'État qui fait déjà beaucoup. C'est grâce à l'État, grâce à la subvention mise en place que les services de transfusion sanguine arrivent à fonctionner. Et les partenaires
aussi bien internationaux que nationaux surtout. Oui, eux aussi, le financement de la transfusion sanguine, c'est un casse-tête pour tous les pays. Et donc, l'État seul ne peut pas assurer le financement. Et donc, ces partenaires nationaux sont également les bienvenus pour nous accompagner. On aurait dit que vous avez répondu à ma prochaine question quand vous dites que le financement de la transfusion sanguine, c'est un casse-tête. Quelle est la vraie problématique aujourd'hui? Alors, la problématique du don de sang, c'est la capacité de production des centres de transfusion sanguine est insuffisante. Ça, c'est le vrai problème. Ce qui fait qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Déjà, en transfusion, quand il y a des besoins non satisfaits, non, on n'est pas tranquille. On n'a pas encore réussi la mission. Il y a inquiétude. Ensuite, si la production est insuffisante et qu'en plus de ça, le circuit de distribution n'est pas adéquat, c'est un autre problème. Parce que l'utilité du sang, c'est d'être disponible sur les sites d'utilisation au moment du besoin. Dans ces conditions, le circuit de distribution doit faire en sorte que le sang quitte le CNTS pour aller directement dans les banques de sang hospitalières. C'est dans les hôpitaux que les malades se trouvent. Et donc, lorsque le malade a besoin de sang, si le sang est disponible à la banque de sang hospitalière, en 10 minutes, il a déjà la poche de sang et on le transfuse. Donc, le contraire ne permet pas de transfuser en respectant l'urgence. Et enfin, l'utilisation clinique ne nous semble pas optimale. Parce qu'on dit il faut réduire les transfusions non nécessaires. Si un patient a besoin de 2 poches de sang, on lui prescrit 2 poches de sang. Mais quand on prescrit 3 ou 4 poches de sang, étant donné que le parent va aller au CNTS chercher les poches de sang, parfois on se sent obligé de transfuser les 4 poches. Donc les 3e et 4e poches sont des poches non nécessaires. Et toute transfusion qui n'est pas formellement indiquée est alors formellement contre-indiquée. Donc c'est ces 3 problèmes-là qu'il faut résoudre pour atteindre la sécurité transfusionnelle. Alors en même temps qu'on évoque les problèmes, ça fait objet d'enjeux, de défis à relever. Vous avez souligné le premier qui est important, c'est celui de la gestion rationnelle du stock qu'on a, et vous avez fini là-dessus. Alors, sur ce plan-là, quels sont aujourd'hui les enjeux? Est-ce que ce sont les ressources humaines qui posent problème? Est-ce que ce sont les dispositifs qu'on a? Vous avez parlé de circuits qui posent problème, ou c'est plutôt l'attitude en réalité des usagers du sang? Donc, les enjeux, c'est de gagner la bataille de l'autosuffisance en produits sanguins. L'autosuffisance voudrait que tout besoin exprimé en produits sanguins puisse être satisfait. Donc, ça nécessite de collecter un nombre de poches suffisant pour une population donnée. On s'y revient. Mais des besoins justifiés alors? Oui, des besoins justifiés. Ensuite, il y a également gagner la bataille de l'utilisation rationnelle. C'est-à-dire, le sang doit être là où il doit être utilisé. Et donc, ça passe par la mise en place des banques de sang hospitalières. Donc, tout hôpital qui fait de la transfusion doit avoir une banque de sang hospitalière, exprimer régulièrement ses besoins et être approvisionné pour les besoins de ses malades. Il y a également la nécessité de couvrir tout le territoire avec les infrastructures transfusionnelles, dans la mesure où il y a certaines populations qui n'ont pas accès aux dons de sang aujourd'hui. Or, on veut collecter suffisamment de poches pour toute la population. Donc, il va falloir étendre les infrastructures transfusionnelles. Dans ce cadre, il faudra qu'il y ait des centres régionaux. Donc, chaque région aura son centre de transfusion sanguine. Et nous pensons qu'en étalant le système de transfusion sanguine sur tout le pays de façon harmonieuse, on pourra collecter suffisamment de poches. Alors, justement, quand vous le dites, ce sont les souhaits exprimés, les vœux, les désirs par rapport à une certaine situation qui prévaut. Mais cette situation-là aujourd'hui, quelle est-elle? À quoi assistons-nous? Est-ce que tout ce que vous dites là, c'est parce qu'il y a un véritable manque, ou alors c'est parce que l'on veut aller au-delà de ce qui est fait et qui est déjà acceptable? D'accord. Bien, la situation actuelle de la transfusion sanguine au Togo, alors c'est le verre aux 3/4 plein pour nous, les acteurs de la transfusion, mais c'est le verre au quart vide pour les autres, les utilisateurs.
Oui, parce qu'en transfusion sanguine, si vous avez 100 patients à transfuser, vous trouvez du sang pour 99 patients et le centième ne trouve pas de sang et il meurt, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Les 99? Non, c'est pas possible. Absolument pas. Voilà, les problèmes de sang, ça joue, c'est avec émotion que ça survient. Et donc, on va retenir le centième qui n'a pas eu de poche de sang, on va dire. Voilà. Donc, moi, je préfère dire que le verre est au quart vide au Togo. Dans la mesure où, en 2023, le CNTS de Lomé, le CRTS de Sokodé et les postes de collecte et de distribution qu'on a dans certaines villes du pays, l'ensemble de ces infrastructures ont collecté 65 000 poches de sang. Alors qu'il faut collecter 80 000 poches de sang pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins. La moisson n'est pas bonne du tout. Voilà. Bon, elle est à 75%. Bon. Mais vous l'avez dit. Oui. Donc, c'est au cas, voilà, les 25%. Oui. Et donc, ces 65 000 poches, nous les avons collectées auprès de 25% de donneurs, de nouveaux donneurs, des gens qui n'ont jamais fait le don de sang. Donc, ça veut dire que la sensibilisation est entendue par la population. Donc, j'en profite pour remercier la population togolaise pour son écoute attentive des problèmes de sang. Et 75% chez les anciens donneurs. Ça aussi, ça explique que les donneurs sont fidélisés. Donc, quand les gens viennent faire le don de sang, c'est qu'ils s'engagent dans cette entreprise de longue haleine dont j'ai parlé et ils reviennent régulièrement faire les dons de sang. Alors, à partir de ces poches de sang, nous avons préparé presque 75 000 concentrés de globules rouges. Donc, c'est ça qui a été distribué pour la transfusion des patients. Mais le nombre de demandes exprimées, c'était autour de 98 000. Donc, voilà. Il y a 24% des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Bon, donc, il faut qu'on réduise. Il y a un gap énorme. Il faut réduire ce gap-là. Voilà. Alors, on voit bien la situation qui prévaut, mais le plus souvent, quand on parle justement de sang, de banque de sang, de disponibilité du sang, encore faut-il que ce soit dans tous les groupes sanguins. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est où il y a plus de besoins, il y a plus de manque. Alors, théoriquement, la répartition des groupes sanguins chez les donneurs de sang et chez les patients est superposable. Donc, théoriquement, il n'y a pas de problème. D'accord. Sauf qu'un donneur de sang, il donnera une seule poche de sang. Et le receveur, surtout quand c'est un adulte, il aura besoin de 3 poches. Voilà, c'est ça qui crée le déséquilibre. C'est-à-dire que pour un receveur, il faut 3 donneurs. Voilà. Et donc, alors, la répartition des groupes sanguins, 50% de la population est du groupe O. Bon, parmi eux, il y a les O- qui sont plus rares, ils sont 4%. Registre négatif. Il y a le B qui est à 26%. Donc, parmi eux, il y a 2% qui sont B négatifs. Le A est à 20%. Bon, il y a 1,5% de A négatif. Et le AB est le groupe le plus rare, 4%. Bon, les malades aussi sont rares, c'est comme ça. Mais c'est 0,5% de registre négatif. Le problème qui se pose, c'est que comme la disponibilité des produits sanguins n'est pas à 100%, alors un patient peut être du groupe B, il va arriver, il n'y a pas de sang du groupe B, on va prendre le groupe O pour le substituer puisque le O est le donneur universel. Tout à fait. Donc ça va créer un déséquilibre pour le niveau O qui va arriver. Donc c'est ces problèmes de substitution et le fait qu'un seul patient utilise plusieurs poches qui créent un déséquilibre entre les groupes. Mais en général, il est plus difficile d'avoir du sang de groupe Rhésus négatif. C'est ça le véritable problème. Même les moments où on est en train de tendre vers l'autosuffisance en produits sanguins, il y a toujours ces groupes-là qui viennent nous rappeler qu'il y a encore du travail à faire. C'est parce que le groupe négatif-là, il est à 8% seulement dans la population. Bon, on n'a pas la chance des Européens qui c'est 15% chez eux. Donc c'est plus facile d'en trouver chez eux que chez nous ici. Oui, mais le peu qu'il y a, effectivement, s'il y a un travail de fond qui est fait, qui peut les amener à comprendre que c'est vital, à la fois pour eux-mêmes et pour donc les autres, je pense qu'on peut arriver quand même à une certaine culture du don de sang. Il y a un effort qui est fait quand même au Togo, vous l'avez souligné, vous avez donné des chiffres quand même qui rassurent.
sur un certain plan, mais vous le dites, il suffit aujourd'hui qu'il y ait une épidémie, un problème majeur de santé publique pour qu'on se rende compte qu'en réalité, on n'a rien du tout. Absolument. Voilà, ou presque peu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait que ces gens-là, on n'arrive pas à les amener à donner du sang, surtout les résultats négatifs? Ok. Bon, en fait, je crois que la culture du don de sang s'étend quand même progressivement dans la population togolaise. Je pense qu'on on vient de loin. Et donc, Oui, en fait, il y a certaines craintes liées à des idées reçues tout à fait. dans la population. Oui. Il y a des gens qui pensent qu'ils tomberont malades en donnant du sang, par exemple. Oui. Oui, parce que le sang, c'est la vie. Oui, Donc, bien les sûr. gens se disent, ah, si moi je donne le sang, est-ce que je ne vais pas être malade? Qu'est-ce qui va me rester? Bon, en réalité, le sang que nous avons dans l'organisme, il y a toujours un surplus qui est dans certains organes, notamment la rate, de telle sorte que quand quelqu'un se blesse, il peut perdre du sang. Tant que ça ne dépasse pas un demi-litre, bon, on n'a pas besoin de le transfuser. Donc C'est c'est ça. à cause de ce surplus-là que la rate réinjecte dans la Et circulation. il faut dire que pour c'est un assurer. produit qui se renouvelle dans Voilà. l'organisme. Ouais. Et dans ces conditions, bon, on ne peut pas tomber malade en donnant du sang. Surtout qu'il y a un entretien pré-don, un examen qui vérifie l'état de santé du donneur avant de décider de lui faire le prélèvement. Tout à fait. Donc à ce côté-là, c'est une crainte Non justifiée. oui, On- donc on aurait il y a même des dit mesures qui absurde sont de toute prises façon, voilà. pour éviter qu'il y ait ces risques-là. Il y a également des gens qui pensent qu'en allant faire un don de sang, il va contracter un virus, puisqu'on utilise un matériel pour piquer, prélever le sang. Sauf que c'est du matériel à usage unique. Unique. Une fois qu'on l'a Donc utilisé, on l'aiguille jette, voilà. utilisée pour vous piquer n'a jamais servi et après vous ne servira plus. Donc sur ce point également, bon, il faut être rassuré. Il n'y a pas de risque d'être contaminé en allant faire le don de sang. Mais il y a simplement aussi la peur de l'aiguille. Il y a des gens, même si on veut les injecter pour leurs soins, Tout à fait. ils ont peur de l'aiguille. Donc ce sont ces idées-là qui font que, bon, certains ont un peu peur de faire le don de sang. Sinon, bon, je crois que la population est de plus en plus réceptive et nous les appelons à être encore plus attentifs pour nous aider à atteindre l'autosuffisance en produits sang. Et je pense que ce sont des messages qu'il faudra lancer régulièrement et souvent. Et c'est là où, en réalité, la permanence de cette communication, de cette sensibiliser, se fait, on va dire, juste, justifiée et pertinente de toute façon. Et à ce niveau aujourd'hui, de quoi dispose le CNTS? C'est une question qui vient comme ça pour pouvoir maintenir justement la flamme de la communication, de la sensibilisation, de l'appel au don. D'accord, mais sinon, la sensibilisation, la communication, elle est permanente toute l'année. Avant de faire une collecte, bon, nous faisons également des collectes mobiles. C'est pas sur le site du CNTS, donc on va dans les écoles, les lieux de culte religieux, les services, les entreprises pour faire le don de sang. Tout à fait. Donc avant ça, il y a une sensibilisation qui est faite. Oui. Et comme nous connaissons les idées reçues sur le don de sang, les craintes et les freins au don de sang, donc la communication est centrée sur la levée de ces freins-là. Et donc, c'est en permanence que ça se fait. Donc, il n'y a pas une collecte qui peut être organisée sans avoir au préalable sensibilisé la population. C'est toujours précédé donc de cette séance de sensibilisation. Même si c'est une population qu'on a déjà visitée pour une séance de don de sang, le prochain don, on retourne discuter avec la population pour lever certaines inquiétudes qui seraient survenues. La meilleure pédagogie étant la répétition. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que vous faites. Bien Alors, sûr. est-ce qu'au sein de l'opinion, vous avez dit la culture commence pas à s'installer, mais est-ce que les gens sont vraiment réceptifs dans leur globalité? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les populations sont des gens qui sont ouvertes au don de sang, au fait d'aller rendre disponible ce produit-là? Vous l'avez dit, est-ce que les gens se disent dans leur esprit que c'est un médicament, comme tous les médicaments essentiels? Oui, nous pensons que les gens sont réceptifs. Mais vous savez, quand vous sensibilisez, parfois les gens comprennent le bien fondé de faire le don de sang. Mais entre ça
et quitter pour aller poser l'acte, il y a un petit hiatus et que la communication, la sensibilisation, le fait de rassurer les gens pourrait venir à lever. Alors, enlever ce doute-là, justement, mais aujourd'hui, il y a un autre problème. Vous l'avez dit, le don de sang, otage de spertution. En Afrique, au Togo, vous l'avez souligné, ce sont ces éléments-là. Mais, il y a certains, parce qu'appartenant à telle culture, à telle religion, à telle... que sais-je encore, mais se disent que ce n'est pas recommandé. Et ça, ces populations-là sont aussi nombreuses qui refusent de donner le sang. Alors, en termes de barrières, justement, comme je l'ai évoqué, socio-culturelles aujourd'hui, est-ce que c'est seulement la sensibilisation, la communication qui va régler le problème ou il faut aller chercher d'autres approches? Bien, alors si pour des raisons religieuses, les gens ne veulent pas faire le don de sang, bon, malheureusement, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Il n'y a pas de recette. Oui, parce que la population est vaste. Il y a au moins 95% qui sont favorables au don de sang. Oui. Il vaut mieux concentrer ses énergies sur ces 95% pour les sensibiliser, plutôt que de vouloir convaincre quelqu'un qui religieusement alors qu'on sait que la foi a été enseigné qu'on ne donne pas le sang. Donc, alors que la foi, c'est autre chose. Voilà. Donc, et pourtant, ces gens, quand ils sont malades, ils viennent à l'hôpital, parfois. Parce que ça finit par ça en réalité. Bon, alors non, quand c'est poussé jusqu'à l'extrême, non, ils disent quand eux on ne les transfuse pas. Bon, donc, et c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais. Voilà un autre aspect de la question qui est aussi pour moi en jeu, sur lequel, même si on ne peut pas travailler, l'avoir à cœur et se dire que ce que nous disons là, il y a tant. Mais là, la question c'est que nous parlons de sécurité transfusionnelle. Ouais. Il y a enjeu, il y a obstacle. Il y a problème, il y a difficulté. Mais la sécurité transfusionnelle, qu'est-ce que cela implique concrètement aujourd'hui? Pour qu'on sache où on met les choses, dans quelle case on met les éléments. D'accord. Alors la sécurité transfusionnelle, c'est l'ensemble des mesures, des dispositions qui sont prises pour assurer la disponibilité suffisante des produits sanguins sûrs, c'est-à-dire de qualité, pour tous les besoins de la population. Donc il y a un aspect quantitatif où il faut couvrir tous les besoins, mais il y a aussi un aspect qualitatif. Où il faut traiter le sang de manière rigoureuse pour faire en sorte qu'il ne puisse pas transmettre des nuisances. Tout à fait. Et cette sécurité transfusionnelle se décline sur plusieurs plans. Ça commence par l'organisation des services. Oui. Il faut avoir un système transfusionnel disposé sur toute l'étendue du territoire, mais coordonné au niveau national. Voilà, donc de telle sorte que tous les centres, quel que soit le lieu où ils se trouvent, fonctionnent de la même manière. Voilà, donc ça c'est la première mesure, donc c'est l'organisation. Ensuite, il faut faire la collecte de sang auprès des donneurs de sang volontaires et non rémunérés. C'est le seul système qui a fait ses preuves en matière de sécurité par rapport à la transmission des infections transmissibles par le sang et par rapport à la santé des donneurs eux-mêmes. Donc, donneurs volontaires non rémunérés. C'est le système que nous pratiquons. Tout à fait. La troisième ligne, c'est le dépistage systématique des infections transmissibles par le sang sur tous les dons de sang. Donc, on ne va pas dire le donneur, là, il est venu il y a 3 mois, quand on a testé, c'était négatif, on ne va plus tester. Non, c'est systématique. De même que la détermination des groupes sanguins, sur tout ça. Parce que les groupes sanguins, ça ne change pas. Mais ce n'est pas parce que c'est un ancien donneur qu'il ne faut plus redéterminer le groupe sanguin. Voilà. Et enfin, il y a une arme entre les mains des utilisateurs de sang. C'est l'utilisation clinique rationnelle. Donc, je disais tantôt, la réduction des transfusions non nécessaires. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut toujours mesurer le bénéfice et le risque encouru avant de faire la transfusion. Et donc, si tous ces aspects sont suivis, on va aboutir à une sécurité transfusionnelle. Alors, vous dites si tous ces aspects sont suivis, mais il arrive malheureusement que ce n'est pas le cas. Et on imagine en réalité aussi dans les situations d'urgence, où on est obligé de prendre certaines décisions, peut-être à la va-vite, où on n'a pas toujours le temps de mesurer tous ces aspects-là qui doivent être suivis.
Mais ces cas-là, comment on les gère? Où est-ce qu'on met cela dans la sécurité transfusionnelle? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que l'on doit faire? Bon. En tout cas, si tous ces aspects sont suivis dans un pays, on est suffisamment équipé pour pouvoir faire face aux urgences. Oui. Mais c'est lorsque toutes ces mesures n'ont pas été mises en place que les risques vont se développer. Oui. Prenons le cas de l'organisation. Si dans un pays, il y a de larges zones où il n'y a pas d'établissement de transfusion sanguine, mais qu'est-ce que les gens font quand ils ont besoin de sang là-bas? Ils vont recourir à des circuits non autorisés, tels que aller même dans d'autres pays pour chercher le sang. Or, quand vous franchissez la frontière, vous n'êtes pas sûr que le service qui est là-bas là, est contrôlé au niveau central. Donc ça, c'est un risque. Ou alors, les gens vont recourir aux dons de sang rémunérés. Quelqu'un va s'installer, il va dire, mais moi, je vais faire le don de sang rémunéré. Je vais dire au donneur, quand vous faites le don, je vais vous payer. Oui. Et en retour, la poche de sang, là, je vais la céder à la population à un prix 5 fois, 6 fois ou 10 fois plus élevé cher, que dans le système national. Donc, ça aussi, le don de sang rémunéré ne garantit pas la sécurité transfusionnelle parce que le risque des infections transmissibles. Il y a du clientélisme qui rentre en jeu et c'est Voilà. le profit qu'on veut en ce moment Voilà. et non l'aspect humain de Bien la chose. sûr. Donc, vraiment, l'organisation est importante Tout à fait. et les autres aspects, le dépistage, le don de sang bénévole et tout ça, c'est important pour assurer la sécurité. Alors, tous ces aspects que vous avez énumérés, c'est-à-dire qu'il y a des similitudes sur le continent africain où d'un pays à un autre, il y a plus ou moins les mêmes situations. Mais ici au Togo, qu'est-ce qui est mis en place pour assurer cette sécurité transfusionnelle? Alors donc au Togo, quand on prend l'aspect organisationnel, mais l'État a déjà mis en place ses services de transfusion sanguine. Il y a un service national de transfusion sanguine qui coordonne l'ensemble des activités transfusionnelles. Tout à fait. Et maintenant sur le plan opérationnel, il y a un centre national de transfusion sanguine à Lomé. Oui. Un centre régional de transfusion sanguine à Sokodé. Alors le centre national de transfusion sanguine de Lomé, il collecte le sang, le traite et le met à disposition des formations sanitaires de Grand Lomé, région maritime, région des plateaux. Tout à fait. Et le relais est pris par le centre régional de transfusion sanguine de Sokodé qui met à disposition des formations sanitaires du sang sûr dans les régions centrales, Kara et des Savanes. Et ces centres régionaux-là sont appuyés par des postes de collecte et de distribution dans certaines villes. Il y en a 6 au total. Et donc, voici le système que l'État a mis en place pour permettre à toute la population d'avoir accès au don du sang et à la transfusion sanguine. En plus de ça, l'État a mis en place un budget de fonctionnement des établissements de transfusion sanguine. Donc oui, puisque la production du sang est très coûteuse et la population ne peut pas payer ce prix-là. Et donc il y a un prix de cession qui est forfaitaire et donc l'État donne une subvention pour pouvoir assurer la continuité de l'activité. Et bon, enfin, on vient d'avoir un guide d'utilisation clinique du sang. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, comme c'est fraîchement adopté, donc c'est la formation des utilisateurs de produits sanguins sur ce guide-là qui va permettre d'atteindre le dernier volet de la sécurité transfusionnelle, l'utilisation clinique rationnelle du sang. La rationalité. Alors, je pense que voilà, c'est encadré. On met en place le dispositif en termes infrastructurels, mais aussi on a la politique qu'il faut. La politique, cette politique, dans sa mise en œuvre, est encadrée par des outils, dans le guide que vous avez souligné tout à l'heure, mais vivement justement que cela puisse permettre d'assurer cette sécurité transfusionnelle tant souhaitée pour les usagers, surtout les populations. Mais dans une situation où cette sécurité transfusionnelle n'est pas assurée, en réalité, qu'est-ce que risque un système de santé? Qu'est-ce que risque une population, un pays? Alors donc la transfusion sanguine, c'est un secteur clé de tout système de santé. En termes de qualité, c'est comme si c'est un processus support sur lequel repose l'activité de soins. Et donc, dans toutes les activités de soins, que ce soit en pédiatrie, en médecine, en chirurgie, en gynécologie obstétrique, quand il y a pénurie des produits sanguins, tout le monde est embêté dans l'exercice de ses fonctions. Tout à fait. Et donc, il faut que la sécurité transfusionnelle soit assurée, la sécurité qualitative
oui, mais surtout la sécurité quantitative pour que toutes ces activités soient menées dans de bonnes conditions. Oui. Si bien que même lorsqu'on prend certaines mesures telles que la subvention de certaines activités comme la césarienne, Oui. et si le sang n'est pas disponible, on se rend compte que on est freiné dans l'atteinte des objectifs. Ah oui. Voilà, donc le sang, c'est vraiment un processus support et dans tout système de santé, si on réussit à résoudre les problèmes de sang, bon, je crois que le reste des activités pourront se dérouler. Bon, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, Ah oui, mais au moins, un problème épineux sera déjà derrière Tout nous à fait. et donc on pourra avancer. un problème épineux qui d'ailleurs supporte, sinon, Ouais. d'autres leviers, d'autres problèmes. sûr, S'il est bien réglé, c'est qu'avec lui, Ouais. on règle également une bonne partie des problèmes qu'on a par rapport sûr. à la santé générale des sûr. populations. Mais la sécurité transfusionnelle au Togo, en Afrique, est aussi otage du trafic. Parce que vous l'avez dit, si le circuit n'est pas régulier, si on peut aller se procurer du sang ailleurs, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir le bon produit, puisque le sang ne se produit pas en réalité. Oui, c'est ça. Bon, en fait, quand un produit est rare, Oui. c'est ça qui incite au trafic. Oui, donc, alors, mais tout ça a été prévu par le Code de la santé. Oui, Alors, le trafic de sang est puni par la loi, tout à fait. depuis une amende jusqu'à des peines de prison. Mhm. Donc, le législateur a déjà légiféré et donc les mesures sont là. Alors, si un donneur de sang va dans un système de don de sang rémunéré, Oui. on considère qu'il est en train de faire du trafic de son propre sang. Ah oui. Oui. Donc, il peut être amené à être poursuivi. Mhm. Parce que dans ce système de dons rémunérés, Oui. mais il ne va pas respecter les intervalles entre deux dons de sang. Ah oui, Parce que il a besoin d'être rémunéré. tout à fait. Donc, il va à l'encontre de sa propre santé. Mais le système de santé aussi peut être à l'origine de ce trafic. Oui, Par exemple, prendre le sang au CNTS et après le céder à un prix plus élevé. tout à fait. Mais des mesures sont là pour éviter que ça arrive. Quand je parlais des banques de sang hospitalières, Oui. si le sang part du CNTS vers les banques de sang, il y a déjà une traçabilité parce qu'on sait que telle poche de tel numéro est partie dans tel hôpital, donc on peut suivre. Oui. Et si le sang est distribué à partir de la banque de sang hospitalière également, ils peuvent suivre depuis la banque de sang jusqu'au service clinique Oui. qu'on appelle le système thémovigilance, c'est-à-dire une vigilance pour tout le long de la chaîne transfusionnelle, traquer les incidents et accidents qui peuvent survenir Subvenir, dans d'accord. l'utilisation des produits sanguins. Oui. Et donc, pour qu'un produit sorte du CNTS, par exemple, il faut présenter une ordonnance qui est conforme, Ah oui. qui a été mise en place au niveau national. Et à partir de cette ordonnance qui est servie, donc le système de traçabilité se met également en place. En place, Sauf que quand le sang sort du CNTS pour aller dans un hôpital, la traçabilité est plus difficile à suivre Ouais. que si ça va dans une banque de sang. Tout à Donc fait. voilà. Donc on appelle système d'hémovigilance, donc tout ce qui est mis en place pour contrôler tout ce circuit-là. Et avec l'utilisation clinique rationnelle du sang, et si ce système est bien mis en place, ça aussi, ça contribuera à réduire les trafics de sang. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut faire, c'est d'éviter que l'individu, même s'il a une prescription, vienne au CNTS chercher son sang. Malheureusement, c'est beaucoup plus ou moins ce à quoi on assiste parce que parfois, les patients, quand ils viennent et qu'on ne trouve pas les poches, veulent aller vite parce que la vie du patient en dépend. On court. Mais dans ce genre de cas aujourd'hui, qu'est-ce que l'on est en train de faire ou l'on peut faire pour minimiser ou arriver à zéro, session de sang par l'accompagnant qui vient le chercher? Parce que vous l'avez dit, ce circuit-là n'est pas contrôlé, justement. Parce que sur le chemin, il peut tout avoir. Manipulation, Bien sûr. jusqu'à ce que ce sang-là vienne. Et le médecin, le soignant n'a pas le temps de contrôler, de faire les vérifications, parce qu'il y a sûrement urgence. À ce Absolument. niveau, qu'est-ce qu'on peut prévoir, envisager Ouais. comme solution? Ok, ben, quand vous dites que parfois les patients ou bien les parents sont pressés, ils veulent aller vite, Oui. non, c'est parce que le système est fait de telle sorte qu'on donne une ordonnance. Si on tend une ordonnance, c'est que la personne peut aller chercher le produit
où il peut le trouver. Ah oui. Mais si le système était fait de telle sorte que Voilà. le sang n'est pas distribué au CNTS, oui, dans les autres pays, bon, les gens ont réussi ça. Ouais. Au C'est-à-dire, c'est à CNTS, l'hôpital, on va une poche prendre dans individuelle ne doit pas quitter le CNTS pour entrer dans une glacière de patients. Non. Donc, c'est dans une grande glacière et ça va à la banque de sang. Donc, Oui. c'est un stock. Et dans un véhicule Voilà, spécialisé bien pour sûr, ça. Absolument. Et donc, lorsque le besoin se fait sentir dans un service, On va juste, on ouvre, Voilà. on enlève voilà. et on fait le point à chaque fois Exactement. pour Donc, réapprovisionner. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tous les hôpitaux vont être dotés de banques de sang hospitalières. Oui. Et donc, une fois qu'on a ces banques de sang, dès que le sang est préparé, nous, on constitue les stocks pour les hôpitaux Tout à et puis fait. les stocks vont partir. Voilà. Et donc, c'est les hôpitaux qui vont faire l'attribution nominative des produits Tout à fait. à leurs patients. Donc, c'est ce qui permettra de réduire le trafic de sang aussi. Alors, le trafic de sang, il faut le réduire parce que vous le dites, trafic de sang, ça suppose aussi en même temps produits de mauvaise qualité. Alors, quand on parle de la qualité en matière de sécurité transfusionnelle, à quoi faisons-nous appel? De quoi parlons-nous concrètement? Ok. Donc, la qualité, en fait, c'est pour un produit la capacité à satisfaire le besoin du patient. Oui. Alors, le besoin, il est exprimé, par exemple, il me manque les globules rouges, il me manque du plasma. Voilà, c'est le besoin exprimé. Donc, il faut que le produit contienne le principe actif qui permet de résoudre Oui, ce si c'est problème. le plasma qu'on a besoin, Voilà. donc on ait le plasma dans ce Exactement. produit-là. Et ensuite, il y a des besoins qui ne sont pas exprimés. C'est que tout patient veut être transfusé, mais il ne veut pas être contaminé, par exemple, par une maladie transmissible par le sang. Et donc, la Oui. qualité consistera à faire le En sorte. dépistage dans les conditions rigoureuses pour éviter qu'une poche contaminée ne puisse être déclarée apte à être transfusée. Tout à fait. Donc, c'est toute la chaîne transfusionnelle qui doit être contrôlée par le système qualité, depuis l'accueil du donneur jusqu'à la sortie du produit sanguin. Donc, il faut des mesures rigoureuses pour assurer cette sécurité. Alors, on le voit bien, c'est comme on est dans le cadre donc des officines et des centrales donc de distribution, comme les médicaments, où il est recommandé d'aller acheter le médicament en pharmacie, ou aujourd'hui dans le cadre donc de l'accès universel aux soins, d'en disposer dans les hôpitaux de manière à ce que l'on ne puisse pas être obligé soi-même de débourser de l'argent pour accéder à ce médicament. Est-ce que sur le plan aujourd'hui de l'AMU qui est prôné, qui est mis en place, qui est lancé, depuis janvier, il est prévu quand même des aspects particuliers de la chose parce que ça concerne aussi les patients qui vont chercher les médicaments. Est-ce que cela va être arrimé à ce qui est fait avec les médicaments? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ou concrètement, j'ai besoin de sang, j'ai l'AMU, je fais comment? Bien. Donc, nous recevons des patients qui ont la couverture sanitaire. Oui, donc le dispositif est là. Donc, si quelqu'un vient avec une couverture sanitaire, on peut servir le produit. Et puis, bon, l'assurance va payer le reste. Sinon, ça ne concerne pas seulement les médicaments. Et si ça concerne seulement les médicaments, je vous dirais que le sang est un médicament essentiel. Donc, il fait partie de ça. Et quand je parlais des banques de sang, oui, c'est au niveau des banques de sang que, bon, le patient, mais c'est dans son hôpital que la banque de sang se trouve. Bon, l'hôpital peut prendre les dispositions pour que le patient ne débourse pas l'argent. Oui. Et qu'il ne soit pas obligé d'aller au CNTS. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, donc, le fait que les malades, c'est ça en fait qui... Je fais focus sur cet aspect parce que pour moi, il est très important de faire en sorte et d'arriver à un niveau où le patient ou bien l'accompagnant ne soit pas obligé de venir chercher le sang dans une glacière quelconque, je l'appelle comme ça, parce que c'est pas forcément peut-être la bonne glacière finalement. Oui, c'est les glacières domestiques de cuisine que les gens utilisent. Et donc, oui, si les banques de sang hospitalières sont mises en place, il n'y aura plus ce circuit où on sort de l'hôpital pour aller chercher le sang au CNTS. Non, c'est une anomalie qui doit être corrigée le plus rapidement Alors, possible. vivement justement, si cette anomalie doit être corrigée, il y a la part des pouvoirs publics et des décideurs. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dispositif vraiment fonctionnel, bien huilé, qui ferme toutes les portes quand même à tout ce qui peut avoir comme déviance. On a souligné donc le trafic dans ce domaine également, mais c'est qu'il faut que la matière première puisse être pourvue
puisse être disponible. Et là, ça concerne beaucoup plus les populations. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres mesures incitatrices qu'on peut mettre en place, que vous envisagez pour amener les gens à combler ou bien réduire le gap que vous aviez évoqué dans une partie de nos échanges? Bon, en transfusion, on n'aime pas parler de mesures incitatrices parce que on a bien dit que le don de sang doit être volontaire et tout ça. Oui. Donc, c'est la sensibilisation, la persuasion. Et cependant, il y a des dispositions qui sont prises dans les établissements de transfusion sanguine et même dans les hôpitaux en faveur des donneurs de sang. Par exemple, quand un donneur de sang malheureusement a besoin de sang pour sa propre transfusion, ben, on va lui céder le produit gratuitement puisqu'il est donneur de sang. Et si c'est sa famille, bon, famille là c'est mis pour père, mère, conjoint, enfant. C'est ça. Et eux, ils vont payer le prix et le demi-tarif. Alors, mais il faut une condition, être un donneur régulier. Ah oui. Le donneur régulier, c'est celui qui a fait au moins 5 dons de sang. Dans l'année? Et non, pas dans l'année. Au moins 5 dons de sang. Dans sa vie. Mais le dernier don doit dater de moins de 6 mois. C'est ça le donneur régulier. Ah oui. Et donc, c'est bon, le respect de tous ces critères est parfois difficile pour le CNTR. Oui. Parce que vous voyez en Afrique, l'oncle, la tante, le tuteur, le frère, ils ne sont pas dans la liste des parents là. Donc, parfois, on est en présence de situations comme ça, bon, on essaie de gérer. Donc, c'est les dispositions pour faciliter un peu plus les choses pour les donneurs. Mais bon, on ne va pas dire que c'est pour inciter les gens à faire le don de sang. Bon, c'est vrai quand même que, vous l'avez dit, c'est des mesures qui permettent de bénéficier de certaines circonstances, Bien on va sûr. dire, Mais atténuantes. par contre, on peut motiver les populations à faire le don de sang. Et la motivation, ça passe par quoi? D'abord, il faut expliquer les chiffres à la population. C'est une motivation. Dire par exemple, on a besoin au Togo de 80 000 dons de sang au cours d'une année. Ça correspond à 1550 poches par semaine. Et ça correspond par jour à 225 poches. Est-ce que nous arrivons à collecter 225 poches dans une journée? La réponse est non. Or, c'est ce que nous devons atteindre. Et en disant aux populations, quand c'est fait, nous tous, on aura du sang en cas de besoin. Et dans ces conditions, c'est la population qui peut nous aider à atteindre ces chiffres-là. Voilà. Ensuite, il y a la raison du cœur. Sauver une vie. Le don de sang sauve des vies. Mais est-ce qu'il est donné à tout le monde de sauver une vie? Donc, si on a la possibilité, il faut mieux faire partie de ceux qui sauvent des vies. Ces héros qui permettent de sauver des vies. Plutôt que d'être là et qu'on ait un besoin de sang un jour. Donc, c'est plus utile et plus valorisant pour quelqu'un d'être un donneur de sang, un donneur de vie. Absolument. Voilà. Il y a de l'honneur, il y a de l'honneur dedans. Oui. Et puis enfin, on a institué une journée mondiale pour le donneur de sang. Tout à fait. Parce qu'on a compris que le problème de sang, c'est un problème important. Résoudre ce problème fait avancer tout système de santé. Et comme c'est un médicament qui n'existe que dans l'organisme humain, il est de bon ton qu'on puisse reconnaître quand même le travail que ces personnes altruistes viennent faire en donnant régulièrement leur sang. Et donc, vraiment, pour toutes ces raisons-là, c'est très utile et c'est très valorisant d'être un donneur de sang. Donc, j'invite la population à plutôt faire partie des donneurs de sang. Voilà une bonne motivation. Et j'aurais dit que c'est votre message au cours de cette journée mondiale du donneur de sang. Mais si vous avez encore un mot aujourd'hui à adresser à l'endroit des populations, des acteurs que vous aviez donc catégorisés à un moment donné de nos échanges, qu'est-ce que vous diriez à chacun d'entre nous? Alors, donc, les donneurs de sang, bon, je dirais un mot, merci, puisque c'est le thème. Donc, merci aux donneurs de sang. Tout à fait. Mais en même temps, il est bon d'être un donneur occasionnel, mais il est encore mieux d'être un donneur régulier.
Et donc, alors régulier, ça veut dire qu'on passera plusieurs fois dans l'année pour faire le don de sang. Et c'est tous les 3 mois pour les hommes, tous les 4 mois pour les femmes. Oui. De telle sorte qu'en une année, un homme puisse donner au plus 4 poches de sang et une femme au plus 3 poches de sang. Ça ne tue pas, ça ne réduit rien. Voilà, donc en respectant ces délais-là, le don de sang se fait dans des conditions sécuritaires. Oui. Ensuite, pour la population, bon, rejoignez le mouvement des donneurs. Voilà, choisissez d'être ceux qui aident les autres. Les sauveurs de vie. Oui. Le donneur de sang, et le don de sang, c'est une entreprise de solidarité. C'est la manifestation de la solidarité, où les plus forts doivent aider les plus faibles. Donc, ceux qui sont en bonne santé, qui peuvent faire le don de sang, ce serait bien de faire le don de sang pour sauver ceux qui sont dans le besoin. Alors, pour les partenaires nationaux, ils nous ont souvent ouvert leurs portes pour faire des collectes de sang. Oui. Ça, c'est très important, puisqu'on a dit, sans le donneur, il n'y a pas. Donc, celui qui vous ouvre ses portes pour faire la collecte de sang, vraiment, c'est un partenaire important, capital. Nous les remercions également. Et certains sont allés plus loin que ça, en nous accompagnant, en donnant des gadgets pour manifester notre reconnaissance envers les donneurs de sang. Oui. D'autres sont allés encore plus loin en donnant même des réactifs, des poches à sang, du matériel pour pouvoir exercer l'activité transfusionnelle. Donc à tous ces gens, nous disons merci de leur accompagnement qui nous permet de tendre vers nos objectifs. Et donc à toute la population, je dirais, rendez-vous au CNTS, au CRTS, dans les postes de collecte et de distribution pour les dons de sang, dans le cadre d'une collecte spéciale de sang qui va permettre de célébrer la journée mondiale du don de sang le 14 juin. Donc, c'est un appel à suffisamment de dons de sang pour couvrir tous les besoins de la population. Voilà qui est dit. Merci à ceux qui le font déjà et ceux qui ne le font pas encore. Rejoignez le mouvement des sauveurs de vie. Rejoignez le mouvement des héros, des serviteurs de la vie, des gens qui alimentent les banques de sang qui permettent donc de rendre disponible ce produit à la fois en quantité et en qualité. Il y va donc de la sécurité transfusionnelle dont il était question dans cette émission et surtout l'honneur, la reconnaissance donc qui est faite aux donneurs du sang. Merci de nous avoir suivis. C'est vrai qu'on aurait aimé continuer si on avait du temps. Professeur Lochina Feteke, merci d'être passé. Vous êtes le directeur donc, du Centre national de transfusion sanguine. Bon retour chez vous. Nous n'hésiterons pas à vous faire appel à chaque fois que besoin sera. Et à très bientôt. À toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci de ce que vous faites tous les jours pour que cette émission soit une réalité sur notre chaîne SOS Docteur TV. Et merci de votre fidélité à vous autres qui nous regardez et qui n'hésitez pas à interagir avec nous. Prochain numéro, jeudi prochain.